Hello, chère communauté du grand changement. Comment allez-vous? On espère que vous allez bien. On est ravis, Clotaire Guérin et moi-même, de vous recevoir ce soir. Comment ça va, Clotaire, de ton côté? Bonsoir Sana et bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce partage. Eh oui, comment ça va de ton côté? La pêche? Ouais, c'est pas mal. Plutôt le noyau de pêche qui est coincé. Ça commence, ça commence. Ah ouais, c'est un petit peu dur là. Je suis en récupération de Covid et du coup, c'est pas évident. Ouais, j'imagine. J'imagine. Mais en tout cas, on est ravis que tu puisses nous partager cette belle conférence ce soir autour de la thématique de la thérapeute énergéticien. Donc, comment devenir thérapeute énergéticien et réussir à se développer en 2022. Très vaste C'est sujet. Tu ça. vas nous donner des clés de malade. Donc, je sais qu'on va vibrer Malade, autour. bah oui, ça tombe bien. En tout cas, des clés qui vont nous servir tous. Alors, bien sûr, les questions que j'aimerais vous poser, les chers auditeurs qui vous connectez là tranquillement. Bonsoir Isabelle, vous êtes avec nous ce soir. Pour les autres aussi, vous pouvez nous faire part de vos présences avec, bien sûr, si vous êtes sur Facebook, nous liker, nous envoyer aussi des messages sur le chat pour nous dire que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, que vous êtes prêts à commencer. Et moi, j'aimerais savoir aussi, parmi les personnes qui tranquillement se connectent avec nous, j'aimerais savoir s'il y a des thérapeutes parmi nous, ou si, voilà, dans les commentaires, vous pouvez nous expliquer, nous dire si vous êtes thérapeute et quelle thérapie peut-être vous proposez autour de vous. C'est juste par curiosité. Voilà. Et puis on va commencer cette conférence. Alors, Clotaire, je suis ravie de t'accueillir une nouvelle fois. On a eu l'occasion de partager Moi peut-être aussi dernièrement, Sana, merci pour ton accueil. mais avec plaisir. On a eu l'occasion de vibrer il y a pas si longtemps que ça avec, Jacques Martel, Avec que Jacques tu as Martel, accueilli. oui, Très tout belle à fait. conférence. Et C'était sur les différentes étapes pour c'est ça. réaliser son deuil parce qu'on y est tous confrontés. Mmh. Et je vais en reparler un petit peu ce soir. Ça fera partie un petit peu d'un petit sujet que j'évoquerai sur le développement des capacités, par exemple. D'accord, génial. OK. Et donc ce soir, la thématique, on a lu le titre là, tu vas nous en parler, bah, assez vite, mais j'aimerais pour les personnes qui arrivent parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, de personnes qui ne te connaissent pas, peut-être, prendre quelques petites minutes pour dire un peu, qu'est-ce qui t'anime dans la vie et qui tu es? D'accord. Alors, ce qui m'anime dans ma vie, c'est le partage, c'est le métier de passion et c'est le fait d'aider les autres. Je pense Mmh. que c'est un sacré moteur et je pense que toutes les personnes qui sont là ce soir et qui sont intéressées par le fait de devenir thérapeute, c'est parce qu'à la base, il y a déjà cette envie d'aider, de faire du bien, de soulager. Et c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me passionne et c'est ça qui m'a conduit dans ce chemin de vie que je vous partage ce soir. Génial. Tu es thérapeute à côté de ça, tu es maître Reiki, Mm. tu es écrivain, hein, on voit dans un fond, en deuxième plan tes 2 ouvrages, tes 2 beaux ouvrages. Donc il y a pas mal de choses que tu fais. C'est ça, je peux même le mettre au premier plan. Allez, Hop, hop, au premier plan et il est en là. plan complet. Manuel de Donc, formation. c'est un manuel de formation Mmh. de la pratique Reiki au métier de thérapeute. Génial. Donc ça, c'est le premier, c'est celui que j'ai écrit en 2018, Ouais. qui est un concentré un petit peu de tout ce que j'ai pu vivre, expérimenter, mais qui Mmh. vient aussi de mes anciens métiers, par exemple de responsable commercial, que ce métier que j'ai exercé, qui m'a appris aussi beaucoup de compétences pour devenir pour apprendre à me vendre en tant que thérapeute. Et ça fera partie un petit peu de ce qu'on va proposer ce soir. Mmh. Et le deuxième, c'est comment coopérer avec l'univers. C'est le chemin vers la confiance en soi. Parce que Mmh. forcément, moi, j'adore tester et j'adore aussi pouvoir un petit peu avoir des retours de l'univers par des messages, des signes, des choses concrètes qui permettent de nourrir la foi. Et je pense que ce livre-là, c'est un livre qui est beaucoup plus profond que le premier, qui s'adresse pas seulement que pour les thérapeutes, parce que c'est pour tous ceux qui ont envie de développer leur capacité, notamment à matérialiser leurs projets de vie, leurs désirs, notamment avec le tableau de vision.
et aussi à comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'invisible et comment interagir avec, que ce soit les guides, les défunts, les anges, et comment interpréter les signes. Donc voilà, Énorme. ça, ce sont les deux ouvrages qui sont issus de cette passion que je vous propose ce soir dans un sujet qui est assez vaste et en même temps assez précis, puisque les soins énergétiques sont quand même un domaine qui est assez restreint, même si on a de plus en plus de formations, d'ouverture, de possibilités. Et du coup, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir un petit peu savoir où on va, faire le tri et comprendre un petit peu quels sont les différents paramètres à connaître pour pouvoir se lancer et vivre de son métier passion. Génial. On y va? Eh ouais, on y va, c'est parti, Clotaire. Allez, c'est parti. Alors, premier constat, l'humanité a besoin d'amour. Et ça, c'est une évidence. Et les personnes qui mettent tout leur cœur et toute l'énergie pour le soin des autres, c'est le milieu médical, les hôpitaux, les infirmières, les auxiliaires de vie, les kinés, les thérapeutes aussi. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une surcharge, on constate qu'il y a une pression aussi, qui soit politique ou médiatique. Et je pense très clairement que le service aux autres ne doit pas vouloir dire sacrifier sa vie et sacrifier aussi sa personne. Et ça, je pense que, bon, cette crise, elle n'est pas nouvelle, hein, ça fait plus de 10 ans que les hôpitaux sont à genoux, mais je pense qu'aujourd'hui, et j'en forme vraiment de plus en plus, des personnes qui ont un parcours médical, qui ont un parcours, que ce soit dans le milieu hospitalier ou même en tant qu'AVS, hein, et bien du coup, ont cette recherche de changer de métier tout en restant au service des autres. Ça concerne donc bien sûr ces personnes, mais aussi, donc j'ai intitulé cette conférence « Comment devenir thérapeute et réussir à se développer en 2022 », puisque je ne vais pas avoir le même discours qu'en 2021. Pourquoi? Parce que les consciences changent et évoluent sur pas mal d'aspects. Je vous donne un point précis. On constate une pandémie depuis 2019 avec une modification de sa façon de travailler. Avant, par exemple, le télétravail, c'était pas du tout dans les habitudes, c'est pas du tout dans les mœurs, c'était la présence physique qui comptait. Et avec la mise en place du confinement, on a perçu des changements avec la mise en place du travail à distance, du télétravail. Et bien du coup, il y a eu aussi cette bascule dans les consciences. C'est qu'aujourd'hui, on peut aussi très bien travailler comme thérapeute à distance sans avoir besoin de se déplacer. Et ça me semble super important de le dire et j'y reviendrai plus tard dans la partie développement. Mais du coup, on peut aujourd'hui, et moi ça représente 90% de mon activité, pratiquer des soins énergétiques à distance en ayant la personne en direct grâce aux nouvelles technologies, à condition bien sûr d'être bien équipé. Hein. Si on est dans un petit bled paumé en Ardèche, qu'on n'a pas Internet et que ça bug un mot sur deux sans réseau téléphonique, je peux vous dire que là, il va y avoir un petit peu de complications. Donc bien sûr, ça implique d'avoir un bon matériel, un bon support. Et en même temps, cette conférence, ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui ont vécu cette rupture, cette transition dans la notion d'arrêt. La notion d'arrêt, suite à ce confinement, ça a été toutes les personnes dans la restauration, dans l'hôtellerie, tout ce qui est l'hébergement. Preuve en 2022 qu'aujourd'hui, il y a à peu près 200 000 postes à pourvoir dans le service, l'hôtellerie, la restauration qui ne trouvent pas preneur. J'ai même entendu aux infos dans certaines stations de ski des personnes qui venaient démarcher les personnes parce que justement, elles manquent d'effectifs. Et pourquoi est-ce qu'on assiste à ce changement de vie et cette pénurie de main-d'œuvre? Puisque je pense que les gens sont arrivés à une saturation, parce qu'on sait bien que ces métiers-là sont des métiers où on a peu de vie personnelle, on a peu de temps pour soi, avec des horaires très contraignants. Eh bien, je pense que ces personnes se sont réorientées, ont changé de vie. Il le disait aux informations que la principale raison, c'est parce que les personnes ne souhaitent pas revenir et remettre les pieds dans ce mode de vie qui est déjà difficile par essence, mais qui en plus est accentué par les effets collatéraux de la crise, c'est-à-dire le durcissement des règles sanitaires et les contraintes, les protocoles.
Hein, tous ceux qui sont dans l'éducation nationale savent de quoi je parle avec les réformes de Blanquer. Ah. Donc du coup, à partir de ce constat, eh bien du coup, je vais inviter à une réflexion sur qu'est-ce qui, en 2022, vous donne envie de faire, de changer. Est-ce que vous souhaitez rester dans ce mode de vie-là que vous aimez professionnellement? Si vous êtes bien épanoui, tout va bien. Dans ces cas-là, le sujet de la conférence peut vous intéresser dans le domaine de complément, c'est-à-dire le faire pour vous, non pas pour en vivre, mais plutôt pour travailler de manière complémentaire, que ce soit bénévole ou pas d'ailleurs, mais aussi pour comprendre un peu mieux comment fonctionnent les soins énergétiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être depuis tout à l'heure, vous vous retrouvez dans mes propos et que vous vous dites « Ah ouais, quand même, c'est intéressant parce que j'ai toujours eu cette envie d'aider les autres, de pouvoir être indépendant, de pouvoir aussi soulager la douleur, mais je ne sais pas comment on fait. » Eh bien, comment on fait? Déjà, on commence par prendre des renseignements, des informations, parce que les soins énergétiques sont un domaine qui est assez vaste, où moi je suis bien loin de maîtriser tous les aspects. Celui que je connais le mieux, c'est le Reiki. Alors pourquoi je le connais bien? Puis puisque le Reiki, j'ai été initié le 14 juillet 2006, donc ça fait quand même une quinzaine d'années que je pratique assidûment, c'est-à-dire qu'en gros, tous les jours, je continue à me faire mon petit traitement, même pour digérer tout ça, et surtout, je m'y suis intéressé au-delà des aspects énergétiques, c'est qu'est-ce qui se passe derrière, c'est-à-dire les interactions et les conséquences, on va dire les bénéfices sur les personnes. À partir de là, il y a énormément de possibilités. Je vais parler du Reiki parce que je le connais bien, mais je vais ouvrir le champ des possibles. Vous pouvez aussi très bien vous servir un petit peu de toutes ces pistes en tant qu'hypnothérapeute, par exemple. Dédicace à toi, Sana. Par exemple. Par exemple. Ça marche aussi, les concepts que je vais aborder ce soir. Ça marche aussi pour les praticiens en énergétique. Le magnétisme, on a eu Cathy magnétisme tout à l'heure. Ça marche aussi pour tous ceux qui font du Lao-Chi. Je pense par exemple à ceux qui veulent se former. Il y a Aline Salva qui est une excellente formatrice qui forme à distance, donc le Lao-Chi. Les bars, je les mets entre parenthèses, j'en parle pas parce que je valide pas du tout ce concept, mais ça m'appartient. Mais tout ce qui est les thérapies aussi, notamment on va dire dans le psycho-énergétique, qui va concerner un peu le domaine de la sophrologie, tout ça. Et enfin, la dernière partie, ça concerne aussi les personnes qui veulent travailler dans la voyance, dans la médiumnité, ou qui veulent du coup développer dans cette notion de comment fait-on pour réussir à se développer en 2022. Première phase, la formation. La formation, c'est important, c'est même indispensable, et je vais vous raconter une histoire. Ça fait 7 ans, moi, que j'ai créé mon entreprise et que je fais des soins, donc j'ai vu passer pas mal de personnes, et notamment des personnes qui, je l'ai eu la semaine dernière au téléphone, c'est pour ça que c'est assez frais comme anecdote, qui a fait une formation guide, et qui, du coup, les guides lui ont dit que il avait du magnétisme dans les mains et que du coup, il pouvait s'en servir et être au service. Ok, super, il a commencé à le faire. Il a eu des bons résultats, c'est-à-dire que l'état de santé des patients s'est amélioré, donc ça l'a encouragé. Et tout ça sans s'être formé, juste en suivant les conseils des guides. D'accord? Et puis la semaine dernière, il m'appelle, il dit bah voilà, ça fait 2 ans que je me suis formé avec toi, j'ai encore le message des guides qui dit que d'accepter de me laisser guider, de laisser agir, mais là j'ai plus de patientèle, ça s'arrêtait avec la crise et l'impossibilité de travailler en présentiel, donc je suis perdu. Donc moi je lui dis bah écoute, moi ce que je te propose c'est de te former au Reiki, comme ça tu auras des outils et qui te permettront aussi d'avancer, mais aussi d'avoir une structure énergétique. La structure énergétique, c'est important, c'est ce qui permet de canaliser une énergie et qui permet aussi d'éviter toutes les erreurs de débutants qu'on peut faire, et notamment une des erreurs qu'il a fait, c'est de croire
que simplement en faisant quelques soins à droite à gauche, eh ben, ça permettrait d'en vivre. C'est beaucoup plus profond que ça. Et les outils de thérapeute, je pense qu'ils sont importants dans un domaine où aujourd'hui, surtout en 2022, où on a une profusion d'offres de formation, que ce soit en ligne, en présentiel, que ce soit parmi des grands enseignants. Quand je dis grands enseignants, je pense à Serge Boutboul, par exemple, hein, qui aide à développer ses facultés. Et bien du coup, se former, c'est acquérir un savoir-faire. Et ce savoir-faire, il est aujourd'hui multiple et varié. Et il peut aussi, et c'est ce que je dis souvent aux personnes que je forme, par exemple avec les guides, c'est que vous pouvez aussi vous former dans plein de domaines, avoir plein d'outils et en faire votre propre outil thérapeutique. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple. Donc, je vais revenir là-dessus avec la notion de comment fait-on pour se former? Eh bien, du coup, il y a différentes manières. Le Reiki, par exemple, qu'est-ce que c'est? Le Reiki, c'est une technique de soin par apposition des mains. On transmet, donc la définition du Reiki, c'est une énergie sacrée de bien-être et de guérison chargée d'amour. Le Reiki, il comporte 3 niveaux, ou 4, ça dépend des enseignements. Le premier niveau, il se fait en présentiel. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des formations Reiki à distanciel. Je les déconseille pour plein de raisons. La première chose, c'est que quand vous recevez une initiation Reiki, eh bien, du coup, c'est important que vous puissiez partager vos sensations et c'est important que vous soyez accompagné physiquement parce que le Reiki, comme toute discipline énergétique, comme c'est une énergie qui a un haut potentiel, ça vibre le Reiki, hein, c'est un truc quand même que quand vous le recevez, c'est un haut potentiel vibratoire que vous transmettez. Et bien, comme ça passe à l'intérieur de vous, il peut y avoir des petites conséquences. Par exemple, d'un coup, vous vous retrouvez à pleurer ou vous lâchez des paquets d'émotions cristallisées. Enfin, vous voyez, ça fait partie des conséquences et c'est important de comprendre comment ça fonctionne et surtout d'être accompagné. Donc, le Reiki, c'est sur 2 jours. Alors, je sais que c'est pas beaucoup. Il y a des formations qui sont beaucoup plus longues. Et est-ce que ça suffit pour devenir thérapeute? Eh bien, clairement, non. De la même manière que quand, par exemple, je forme des personnes en communication animale et qu'elles me demandent est-ce qu'au bout d'une journée, je vais pouvoir en faire mon métier? Mais je réponds non. Restons réalistes, restons les pieds dans la matière, puisque si vous voulez vivre de votre métier, enfin de vos formations, eh bien, il va falloir pratiquer. Il va falloir mettre en application les outils reçus avant de vous lancer. J'ai entendu quelqu'un qui s'était lancé dans le magnétisme là sur Paris, qui du coup il s'était formé. D'ailleurs, c'est Serge Boutboul qui me racontait ça. Et il s'est formé comme ça. Il a ouvert son cabinet. Ok, super, sans avoir pratiqué rien. Il s'est dit ouais, c'est bon, j'ai des outils, je vais faire du magnétisme. Ça a marché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est parti en burn-out. Et pourquoi? Mais parce que tout simplement, il n'a pas compris la notion de s'ancrer et surtout la notion de pouvoir écouter ses limites et donc y vider toutes les batteries de son corps. Donc à un moment, le corps dit stop. Et c'est aussi pour ça que la formation sans expérience, c'est un petit peu comme avoir un diplôme dans une pochette surprise et du coup dire ah super, je suis diplômé, ouais c'est bien, mais qu'est-ce que t'en fais? Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Ben, je sais pas. Donc du coup, se former, ça implique d'être avec des personnes dont ils ont des connaissances et des compétences, très clairement. Ça implique aussi d'avoir un certain recul sur ce que vous allez faire. Par exemple, dans certaines disciplines énergétiques, eh bien du coup, vous ne le faites pas sur vous. Alors je trouve ça super dommage. C'est pour ça que je parle beaucoup du Reiki, que j'aime bien, puisque le Reiki, c'est un outil qu'on fait pour soi dans un premier temps. Alors, Mylène, elle le dit, le Reiki d'abord pour soi, encore et encore pour soi. Mais oui, C'est ça. tout à fait, Elle bien a une sûr. belle énergie divine un peu plus haut, Mylène nous dit: «Énergie divine d'amour et de guérison». Alors, tout ça, ça va représenter un petit peu les capacités, ce que vous pouvez aussi mettre en place. Mmh. Et à la suite du Reiki 1, donc, qui se fait sur 2 jours, eh bien, vous allez parcourir un chemin qui est un chemin
d'introspection où vous allez faire votre auto-traitement pendant 21 jours. C'est-à-dire que vous allez d'abord intégrer cet outil pour vous et observer les bénéfices. Et ça, c'est super important et ça me paraît la base Mmh. pour devenir thérapeute. Ce qui me pousse dans cette direction, c'est une notion très simple, c'est que on ne peut transmettre que ce qu'on a intégré. On peut demander aux autres de changer que ce que nous avons déjà travaillé en nous. On ne peut comprendre la souffrance de quelqu'un et le parcours de guérison que parce que nous-mêmes, nous l'avons travaillé, parce que nous le connaissons de manière empirique. Et ça me paraît super important de rappeler que tout thérapeute excellent excelle dans l'art de travailler sur soi. Et le travail sur soi, c'est un outil qui ne s'arrête pas au niveau 1, qui est beaucoup plus abouti au niveau 2, puisque le niveau 2 de Reiki, qui se fait aussi sur 2 jours, eh bien, vous allez acquérir 3 symboles. Un symbole pour renforcer, un symbole pour apaiser et un symbole pour travailler à distance. C'est le troisième symbole que je trouve le plus important et le plus précieux, puisqu'il va vous permettre de travailler sur vos mémoires passées, sur vos blessures d'enfant, sur vos blessures d'âme pour vous relier à l'amour. Dans des formes très limitantes, l'amour, on peut dire, bah oui, moi j'ai plein d'amour à donner, et du coup, je pose mes mains, je donne plein d'amour. Ouais, ok, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais je pense que le véritable amour, il commence par soi. Et je pense que tout thérapeute qui veut réussir à vivre de son métier doit d'abord avoir intégré cette notion-là. Pourquoi? Quand on est dénué d'amour pour soi, on va être dans ce qu'on appelle le sacrifice. On va donner au-delà de ses limites et on risque aussi très bien de ne pas s'écouter. Ne pas s'écouter, c'est une des conséquences qu'on a souvent, que je remarque souvent chez les thérapeutes, quand on manque de confiance et d'estime, et bien du coup, par exemple, on ne se fait pas payer. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, vient d'un blocage intérieur sur le manque de légitimité et non pas le manque de compétences, parce que vous pouvez être très bien formé, mais c'est le manque de légitimité qui est lié à l'amour de soi. Et ça, c'est super important. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand vous travaillez d'abord sur vous, eh bien, vous allez parcourir un chemin qui va permettre vraiment de développer vos capacités, mais aussi votre solidité. Et ça, c'est super important. Pourquoi c'est important d'être solide? Parce que quand vous travaillez avec quelqu'un dans les soins énergétiques, vous avez forcément quelqu'un qui ne va pas bien. Je rappelle que le thérapeute attire forcément une clientèle qui ne va pas bien. C'est ça la vibration de thérapeute. Et du coup, quand vous allez libérer des paquets émotionnels, ça peut être tristesse, colère, angoisse, culpabilité, et bien du coup, c'est que vous allez peut-être être impacté, vous allez peut-être subir, vous allez avoir du mal à gérer. Si vous pleurez en même temps que votre patient, vous n'êtes plus thérapeute. Vous sortez du cadre des références et des limites. Si vous recevez une personne qui ne va pas bien, qu'elle vous tire vers le bas, et qu'au final, quand elle s'en va, c'est vous qui n'êtes pas bien, c'est qu'il vous manque un palier de compréhension et un palier énergétique. Donc, plus on est bien à l'intérieur de soi, plus on est solide, et plus on va travailler, notamment l'ancrage, mais plus on va pouvoir s'éloigner des conséquences du manque de travail sur soi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conséquences? Alors, il y en a plein, hein. Vous pouvez les retrouver dans mon livre, mais je vais en aborder une, c'est la notion du sauveur. Alors, c'est quoi la notion de sauveur? Dans plein d'aspects, et je l'ai eu, hein, donc je suis très légitime pour en parler, devenir thérapeute, c'est aussi pouvoir être utile et guérir des personnes. Si vous vous lancez, après avoir fait un parcours, que ce soit en Reiki ou autre,
et que vous n'avez pas travaillé sur vous, vous n'avez pas débloqué, par exemple, le syndrome du sauveur qui est relié à un manque d'estime, qui est relié à un manque d'amour pour soi. D'accord? Je l'ai expliqué tout à l'heure et je fais la boucle. Eh bien, du coup, vous allez avoir tendance à vous enfermer dans ce qu'on appelle un triangle de Kaplan. Le triangle de Kaplan, c'est quoi? C'est bourreau, victime, sauveur. Des personnes viennent, ne sont pas bien, et vous allez pouvoir les aider, mais non pas les guérir. Or, inconsciemment, vous croyez pouvoir les guérir. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit, par exemple, rien que le titre énergie divine d'amour et de guérison. Ok, super, on peut tout guérir. Ou vos formateurs vous disent, bah oui, l'énergie, moi je le dis aussi, hein, l'énergie la plus puissante de l'univers, c'est l'énergie d'amour, et c'est super puissant, on peut tout guérir. Ok, mise en situation. Vous dites ça, vous mettez ça sur les réseaux sociaux, machin, je vais vous guérir, machin et tout, je suis guérisseur et tout. Ok, une personne vient au fauteuil roulant. Elle dit, monsieur, voilà, j'ai, à la suite d'un accident, j'ai une paralysie, vous êtes guérisseur, est-ce que vous pouvez me guérir? Ben, oui, la personne, elle vient voir pour guérir. Ouais, ok, pas de souci, boum, pas de résultat. Qu'est-ce qui se passe? On va refaire une autre séance, on ne peut pas tout libérer, vous travaillez et tout. Ok, je vous donne un exemple parmi d'autres. Deuxième cas de figure, au-delà de la paralysie physique, la maladie comme le cancer. Une personne vient vous voir, elle n'est pas bien, elle vous appelle, oui, voilà, j'ai un cancer des poumons en phase, on va dire en phase terminale, est-ce que vous pouvez m'aider et me guérir? Rappelez-vous, vous avez mis guérisseur et vous avez l'étiquette de sauveur. Bah oui, bien sûr, venez me voir. Vous allez faire un soin, ok. Vous allez y mettre tout votre cœur, c'est super. Vous avez une énergie super puissante, c'est vachement bien. Vous avez été bien formé. Vous avez aussi tous les outils, vous savez les positions des mains, vous avez respecté les protocoles. Ok, génial, et pas de résultat. Pourquoi? Parce que la guérison ne nous appartient pas en tant que personne. Le syndrome du sauveur consiste à se laisser berner par le mental, hein, c'est l'ego, et ça consiste à croire que les personnes qui viennent nous voir, on va pouvoir les guérir et du coup faire disparaître leur maladie et leurs problèmes. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour enlever le sens d'une épreuve de quelqu'un? Qui sommes-nous pour pouvoir prétendre guérir les autres? Je pense que le syndrome du sauveur, et je l'ai eu, c'est quelque chose qui est très inconscient, qui est très très facile en tant que thérapeute, puisqu'on est dans une position supérieure avec, vous voyez, j'ai du pouvoir, mais qui peut aussi être très déstabilisante lorsque on a, comme je vous ai dit, des conséquences assez négatives et surtout pas de résultats. C'est pour ça que le thérapeute, au-delà du savoir-faire, c'est-à-dire les compétences dont je vous ai parlé dans la première partie, eh bien, c'est aussi un outil d'être et accepter ses limites, mais aussi comprendre que nous ne sommes pas là pour guérir. Si ça doit se faire et si c'est juste, eh bien c'est tant mieux, mais il faut aussi un accord de l'âme. Voilà, comme vous le dites, Mylène, la guérison ne s'opère que si la personne le souhaite vraiment et si son âme le souhaite et ainsi. C'est ça. Tout à fait, on est C'est ce d'accord. que j'étais en Donc train il de faut dire. d'abord sortir de ces schémas-là. Mais ouais, c'est super important. Donc vous voyez, je vous en donne un exemple parmi d'autres, mais du coup, le savoir-être et le savoir-faire sont les deux assemblages du thérapeute qui vont permettre de travailler en bonne cohésion avec soi et surtout en bonne cohésion avec les puissances supérieures. Mais oui, quand même, qui sommes-nous, petits humains, pour avoir une énergie de guérison? Ça ne vient pas de nous. Nous sommes plutôt, je dirais, des serviteurs. J'aime bien le mot du service, le mot d'être un canal. Hein. Dans Ouais. le Reiki, nous canalisons des énergies qui ne nous appartiennent pas, qui ont des capacités curatives. Et le fait d'être un canal, c'est se servir de cette énergie pour être comme un vase qui va se remplir et déverser. Et du coup, ce qui me semble important, c'est de comprendre à quel point vivre du métier de thérapeute, c'est aussi pouvoir comprendre et se relier à la sagesse de nos guides. Alors la sagesse de nos guides, c'est toute une partie que vous retrouvez sur les autres conférences que j'ai faites avec Sana, c'est comment communiquer avec son équipe céleste, quel est le rôle des Opérer avec guides. l'univers. Je vais juste le ramener.
comment coopérer avec l'univers. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je développe beaucoup. Mais ce soir, je vais juste le mettre dans la phase du thérapeute. Se connecter à ses guides, se connecter à la sagesse, avoir l'habitude de percevoir la vérité derrière une situation, c'est ce qui va vous permettre d'être un bon thérapeute. Pourquoi? Parce que rarement les gens vont avoir conscience de leurs réelles problématiques. Mmh. Ça peut être, par exemple, un deuil non résolu qui cause des blocages et qui cause, par exemple, j'arrive pas à avancer dans mes projets, je perds mon travail, je me sabote. Pourquoi? Bah, là-bas, ça peut être très bien un deuil non résolu qui bloque les capacités. Hein. Et tout ça, comment on fait? Eh bien, du coup, on apprend à se relier au guide et on comprend un petit peu que quand on se relie au guide, la responsabilité du métier de thérapeute, c'est aussi d'avoir le courage, de croire en soi, d'avoir confiance en ses capacités et à un moment de dire que mais ce que vous me dites, madame, c'est fou en fait, c'est une croyance limitante. Je vais vous prendre un exemple. Une femme qui s'occupe de sa maman qui est handicapée et qui du coup est dans une relation interdépendante et qui du coup est en plein dans le triangle de Cartman, d'accord? Pour eux, victime-sauveur, sa mère, c'est la victime, elle, c'est la sauveuse, mais en même temps, sa mère, c'est son bourreau parce que du coup, elle la prive de ses moyens et de sa liberté. Ok? Vous m'avez suivi le triangle pour eux, Ouais, victime-sauveur. très bien. Et bien du coup, dans sa carte du monde, elle rêve d'être thérapeute, de faire du bien aux autres. Elle s'est formée en sophrologie sur plein d'aspects. Ok, c'est super. Mais dans ses croyances, elle reste convaincue qu'elle ne peut pas faire ça puisque sa mère est handicapée, elle doit la soigner. Mais non, ça, c'est le syndrome de la sauveuse. Donc, elle ne peut pas prendre sa place. Et donc, qu'est-ce qu'elle a en bénéfice secondaire? Eh bien, du coup, je ne peux pas prendre ma place parce que du coup, je ne peux pas car ma mère est malade. Donc, vous voyez un petit peu, et tout ça, c'est aussi le fait de se relier au guide, et c'est le message qu'elle a reçu aujourd'hui en formation guide, c'est la notion de tu as le droit de prendre ta place, tu as le droit de prendre du temps pour toi, on ne te demande pas de te sacrifier. Voilà l'importance aussi de comprendre pourquoi c'est important de se relier au guide, et aussi, dans un deuxième partie, avoir des informations. Les informations que vous recevez sont un petit peu comme se relier à une bibliothèque universelle où, par exemple, la personne va avoir un problème. Je vais vous prendre un exemple précis. Problème d'asthme. Allez, problème d'asthme. Donc, l'asthme, c'est les poumons. Les poumons, c'est relié à la tristesse. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez poser des questions. Donc voilà, c'est par exemple un moment, hop, dans mon livre, j'en parle sur les différents organes qui seront impactés par les différentes émotions. Et c'est la notion des poumons qui cumulent la tristesse. OK. Sauf que la personne ne sait pas pourquoi. Parce que rarement, on a le recul de se dire, oh punaise, j'ai de l'asthme parce que je n'ai pas résolu tel ou tel deuil. Un thérapeute va pouvoir comprendre avec une lecture intuitive que c'est les poumons qui sont chargés. Derrière, va pouvoir ressentir, donc utiliser ses capacités. Vous n'êtes pas forcément obligé de le savoir de mémoire. Vous pouvez très bien ressentir cette tristesse, va l'aider à la transmuter et surtout va avoir des informations sur d'où ça vient, quelle est l'origine du problème. Et l'origine du problème, c'est le rôle du thérapeute. C'est-à-dire que, au-delà d'avoir des outils pratiques, eh bien, le but, c'est aussi d'aider la personne à conscientiser, à prendre conscience. Ben oui, vous avez perdu quelqu'un de proche, non? Ah ben oui, qu'est-ce qui s'est passé, machin, tout ça. Donc, vous interagissez avec la personne va commencer à vous raconter sa vie, la tristesse va remonter, mais des fois, et ça, c'est le titre d'une autre conférence, hein, vous pouvez aller la voir, c'est les différentes étapes de deuil. Eh bien, quand on est dans le déni, on ne manifeste pas cette tristesse et le corps parle. Lorsqu'on va dire, on sclérose ses émotions, eh bien, le mal a dit. Le mal a dit quoi? Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Martel. Donc, du coup,
pouvoir comprendre ce fonctionnement énergétique, c'est aussi aider la personne avec des outils. Alors, vous en retrouvez un dans le livre, j'ai mis en place ce qu'on appelle un protocole de deuil, ah bah tiens, que vous avez juste là, comme par hasard. Et donc, du coup, ce protocole de deuil, il est important. Attends, je vais le mettre en plein Et écran. je me rends compte. Vas-y, tu peux le remettre. Alors, protocole de deuil. Donc, vous l'avez ici avec les symboles du Reiki et aussi avec les différentes étapes de deuil. Et je me rends compte, avec un peu plus de recul et d'expérience, que la plupart de nos souffrances et de nos conséquences physiques ont souvent un problème de deuil non résolu. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus puisque c'est le thème d'une autre conférence, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que le savoir-faire et le savoir-être du thérapeute doivent être utilisés à bon escient pour pouvoir avancer et pouvoir avoir un retour positif, parce que les gens, quand il y a des choses qui disparaissent, des maux, des blessures, des problèmes, bah c'est super gratifiant, et surtout, les personnes vont en parler autour d'elles. Et le meilleur moteur d'un thérapeute, c'est le bouche à oreille. Ce qui se passe, on va prendre une trajectoire assez commune. Une personne se forme, a du temps pour elle, a aussi des moyens, puisque la formation, ça coûte, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas un truc de bisounours où ça coûte assez cher, ça dépend de ce qu'on veut faire en plus. Ouais, il y a une fourchette, ça fait de combien en formation Reiki? Alors, par exemple, moi, le Reiki 1, je prends 190 € pour les 2 jours. Le niveau 2, je prends 290 et la maîtrise beaucoup plus. Ça, c'est pour le Reiki. L'hypnose, ça peut coûter 4 à 5 000 € une formation d'hypnothérapeute. Ça dépend où vous la faites. Mais vous voyez, il y a tous les prix. Il peut y avoir des écarts. Donc, ça dépend aussi du budget. Mais derrière, ce qui est important, c'est de comprendre que après s'être formé, il y a la phase pratique, expérimentation. Vous allez avoir des retours, vous allez gagner en expérience. Et on est là sur Terre pour pratiquer des expériences. Et surtout, pouvoir prendre confiance en vous. La confiance en soi, elle vient non pas de vos outils, enfin si en partie, puisque un outil efficace va permettre une thérapie efficace, mais elle vient du sentiment, de l'estime que vous avez sur vous, mais aussi des limites en tant que thérapeute. C'est-à-dire que vous comprenez que vous n'avez pas d'obligation de résultat. C'est-à-dire que si vous mettez d'obligation de guérir les gens, boum, syndrome du sauveur, vous allez vous faire dégommer. Par contre, si vous avez suffisamment d'expérience et de retour, eh bien, vous allez comprendre que aider les gens à la prise de conscience, les renvoyer à leurs responsabilités individuelles, soulager les émotions lourdes, et bien du coup, ça fait partie des outils et des prérogatives, je dirais, du thérapeute pour transmettre les clés pour guérir. Ok? Comme Mylène le dit, amener la personne à comprendre le problème. C'est ça, c'est exactement ça. Donc pour ça, comment on fait? Bon, je reprends un petit peu le schéma classique dont je vous parlais. Donc la personne se forme, après elle veut se lancer, elle va faire quelques expériences. En général, on pratique dans un cercle amical, donc on ne se fait pas payer. Alors je trouve ça plutôt normal. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années, puisque donc, je me suis formé en 2006, puis après j'ai beaucoup voyagé autour du globe, et je faisais beaucoup de soins Reiki, à droite, à gauche, même sur des animaux. Ça, je ne vous en avais pas encore parlé, mais je peux faire une petite parenthèse. Donc, j'ai été formé en Reiki en 2006. En 2008, je suis parti en Équateur 3 mois. Je suis parti travailler comme éco-volontaire et j'ai travaillé dans un zoo où, du coup, la femme du patron, elle avait un mal de tête. Donc, je lui ai dit, bah, écoutez, vous voulez un soin Reiki? Je vous fais un soin Reiki. Je lui fais un soin Reiki. Elle dit, ah, c'est génial, j'ai plus mal à la tête et tout. Elle en parle autour d'elle. Donc, il y a plein de monde qui a voulu recevoir des soins Reiki. Et le patron, il m'a dit, ah, mais j'ai un animal souvent, c'était un puma qui avait une plaie qui guérissait pas. Il m'a dit, est-ce que tu veux faire des soins à ce puma? Je dis, ah ouais, génial. Et donc, du coup, je suis allé faire des soins comme ça à ce puma.
Et il était endormi, hein, je vous précise. J'étais pas dans la, j'étais pas, Dans oui, la parce qu'il enfin, était dans du coup l'espace, en opération sur une table de veto. Je suis pas allé dans la cage en disant ah, j'ai du ouais. Reiki, j'ai plein d'amour, je vais te guérir. Hein, quand Je même les pense que pieds tu serais sur pas terre. là avec nous pour en parler. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça n'a pas eu énormément d'effet parce que du coup, c'était un problème qui était beaucoup plus médical, qui était beaucoup lié à une infection qu'il fallait traiter. Donc du coup, ça m'a pas nourri ma confiance en moi. Et quelques jours après, je vais nourrir les singes. Donc, en Équateur, il y a beaucoup le singe écureuil. C'est un petit singe trop mignon, vous savez, avec une bouille un petit peu blanche et des gros yeux comme ça. Et du coup, il vivait en semi-liberté. Et en allant nourrir les singes, j'en retrouve un par terre. Et je croyais qu'il était mort et il respirait dessus. Donc, je le prends sur moi, je me connecte à lui et je ressens, parce que un de mes sens dominants, c'est que je ressens les douleurs des personnes et des animaux, et je sens que dans ses poumons, il est intoxiqué, il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc là, au lieu de donner du Reiki, j'ai extrait en magnétisme. Donc j'ai commencé à retirer comme ça, et je toussais, j'arrêtais pas, je toussais, tout ça. Et au bout de, je ne sais pas combien de temps il s'est passé, peut-être 5, 10 minutes, le singe a commencé à émerger comme ça, ouvrir un œil, et j'ai dit, ça y est, c'est bon, il va pouvoir guérir. Donc là, j'ai basculé en Reiki, je lui ai donné de l'énergie jusqu'à ce qu'il devienne un peu plus gaillard. Et là, le singe, il se rétablit. Et là, je suis trop content. Je fais, ah, tiens, t'es très mignon, machin et tout. Et qu'est-ce qu'il fait, le singe? Prac, il me mord Eh le ben doigt, il oui. se barre. Ah, et ouais. Alors pourquoi il a fait ça? Bah, faut pas que j'en fasse une, comme dit les accords Toltec, faut pas que j'en fasse une histoire personnelle. Mais c'est parce que Mais j'ai oui. voulu soigner un animal sauvage qui garde son instinct sauvage. Et dès qu'il a été mieux, bam, il m'a mordu. Mais carrément qu'il allait mieux. Et ça m'a nourri mon estime et ma confiance en moi. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de développer les soins Reiki pour les animaux. Ça marche très très bien. Les animaux, ils adorent le Reiki. C'est indolore. Et Sylvie, elle dit du coup Reiki sur ton eau. Et Milan aussi qui dit, tu fais le singe, Clotaire. Un peu plus haut, elle disait que les chats aimaient bien le Reiki. Milan. Oui, carrément, les animaux J'adore ça. domestiques. Mmh. Et c'est ce qui m'a amené aussi à, après, me former en communication animale. Donc ça, on retrouvera une conférence ensemble sur la communication animale Mmh. et sur Tout à le fait. fait de pouvoir comprendre leurs besoins, leurs envies et aussi le fait qu'ils absorbent des émotions qui leur appartiennent pas, par exemple. Donc du coup, moi, j'ai envie de me spécialiser là-dedans. Et alors, c'est plus dur de travailler avec des animaux qu'avec des humains. C'est plus dur pour pouvoir se faire connaître en vie, mais c'est tout à fait possible. Et c'est aussi une possibilité qui s'offre à vous, devenir thérapeute pour animaux. Et dans ces cas-là, je vous conseille de vous former en comme animal, parce que dans la plupart des personnes que je forme, quand vous avez un outil de communication animale, eh bien, vous pouvez mieux comprendre et interagir. Notamment, j'ai formé quelqu'un qui travaille dans une clinique vétérinaire, qui du coup, comprendre aussi le passé traumatique des animaux, quelles sont leurs blessures, de quoi ils ont besoin, et travailler en complément avec, par exemple, le Reiki, parce que le Reiki va rééquilibrer les énergies. D'accord? Vous me suivez? On te suit Donc, parfaitement. donc, je reprends un petit peu les expériences de vie. Là, comme animal, c'est génial, mais carrément. Donc, ça veut dire un petit peu, je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que le thérapeute va avoir un savoir-faire avec des outils. La com animale en fait partie, la communication avec les guides en fait partie, le Reiki aussi. Et du coup, va avoir un savoir-être qui va gagner en expérience et qui va lui permettre aussi de travailler son être intérieur. Pour un moment, dire stop, j'arrête de faire du bénévolat, j'arrête de faire ma mère Teresa, il est temps de me faire payer. Alors comment on fait pour se faire payer? Eh bien, il ne suffit pas d'avoir un tarif. Ça, c'est la surface. Derrière, ce qui va être important, c'est de trouver sa légitimité. Et trouver sa légitimité, Sana, on avait fait une conférence là-dessus, c'était il y a 2 ans, c'était sur le parcours aussi de thérapeute. Et trouver Tout à sa fait. légitimité, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans les livres ou dans les manuels de formation, vous ne le trouverez pas dans mon livre. Par contre, ce que vous allez trouver, c'est
les outils qui permettent de gagner en confiance, en estime de soi. Et du coup, sa légitimité, elle vient aussi d'un sentiment intérieur de confiance. C'est ça, en fait, la légitimité, le sentiment intérieur de confiance. C'est-à-dire, en gros, pour vous résumer, je me sens suffisamment en capacité d'exercer mon activité en tant que professionnel. Et du coup, il est normal que je sois payé. Et là, vous allez trouver plein de gens qui disent « Oui, mais le Reiki, c'est un don. Oui, mais tes médiums, c'est un don. » Alors déjà, moi, ce n'est pas un don, c'est une capacité. Et deuxième chose, on ne fait pas payer le don, on fait payer pour le temps que l'on passe avec la personne. Et dans ces cas-là, ça balance toutes les croyances limitantes. Et c'est là où ça devient, à mon avis, le parcours le plus difficile en tant que thérapeute. Je vous explique et pourquoi est-ce que je justifie cet argument. Parce que, en fait, se former, c'est facile. On apprend, on intègre, on pratique. Bon, on paye et on n'a pas forcément d'examen. En Reiki, il n'y a pas d'examen, c'est des attestations. Tout ce qui est Lao-Chi, tout ça, c'est des attestations. En hypnose, il y a quand même un certain niveau avec un... Bon, t'es mieux placé pour en parler, Sana, mais il y a quand même besoin de répondre à des objectifs pour valider le diplôme. C'est pour ça que chaque aussi compétence va dépendre aussi de ce que vous voulez faire, du budget, mais aussi d'une reconnaissance légale. Et ça aussi, ça aide beaucoup à trouver sa légitimité. Du coup, quand on n'a pas de légitimité, du coup, soit on n'en fait rien, soit on continue à se former jusqu'à ce qu'il y ait une recette magique, ou soit, du coup, on n'ose pas se faire payer, on fait du bénévolat, et dans ces cas-là, on ne transforme pas son projet de vie en activité commerciale. Et c'est bien dommage. Et je trouve que c'est très limitant de considérer que les soins énergétiques devraient être une pratique bénévolat, gratuite, ou peut-être que vous avez cette croyance qu'on ne peut pas vivre de son métier, ce qui est totalement faux. Parce que moi, par exemple, je vis en tant que thérapeute et je n'ai pas développé d'un coup de baguette magique la clientèle, j'ai plutôt travaillé sur la partie commerciale. Et c'est là où ça coince. C'est là pour beaucoup d'entre nous, et je m'implique parce que ça a été assez dur au début. Un thérapeute qui a des outils de savoir-faire, de savoir-être, super, peut aussi avoir des difficultés à se vendre, à se mettre en avant. Et ça fait partie aussi des limitations, des blocages, et du coup, du fait de ne pas forcément réussir à transformer cette passion en un métier. Donc, on va pouvoir avancer, et ça fait partie du chapitre de mon livre. Donc là, je vous ai parlé du chapitre 1, qui est basé sur Reiki, c'est fait. Ouais. Je vous ai parlé du chapitre 2, les outils de niveau 2, les possibilités de devenir thérapeute, ok. Chapitre 3, la guidance spirituelle, je vous en ai parlé. Chapitre 4, le développement des capacités psychiques, ok, je vous en ai parlé. Le chapitre 5, c'est la loi et les possibilités d'aide à la formation. Ça, je ne vous en ai pas parlé, puisque la loi change et que ce que j'ai écrit en 2018 n'est plus forcément valable cette année. Je vous prends un exemple parmi d'autres. Avant, quand on se lançait en tant qu'auto-entrepreneur, on avait droit à l'ACRE. L'ACRE, c'est un allègement des charges pendant 3 ans. On payait 6% la première année, 9% la deuxième et 12% la troisième. Voilà, ça c'est un exemple. Ça a changé. À partir de janvier 2022, maintenant, on a l'ACRE pendant 1 an. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui changent. Donc ça, je ne veux pas me mouiller là-dedans parce que c'est à vous de faire votre propre recherche. Je vais juste vous dire qu'aujourd'hui, travailler en tant qu'auto-entrepreneur, c'est le statut le plus facile et c'est le plus intéressant, financièrement parlant, mais aussi administrativement parlant. Je pense notamment aux personnes qui n'ont pas envie de s'embêter avec des bilans comptables ou des choses comme ça. Je pense aussi aux personnes qui n'arrivent pas forcément à avoir un facturier, ou nous on ne facture pas la TVA, par exemple, vous voyez. Donc c'est plus simple. Et donc tout ça pour vous dire qu'une fois que vous avez pris les renseignements,
eh bien, il va falloir passer à l'action avec le chapitre 6, la création de cartes de visite. La création de cartes de visite, c'est la première valise, c'est le premier outil du thérapeute qui a trouvé sa légitimité. Ben oui, puisqu'une carte de visite va vous permettre de transmettre la notion de « Ah bah tiens, tu fais quoi? Est-ce que tu as besoin d'aide? Bah tiens, si tu as besoin d'aide, tiens, je te donne ma carte. » Alors du coup, donner votre carte, c'est le premier pas vers la démarche commerciale, mais c'est aussi la notion d'avoir travaillé sur qu'est-ce qu'on y met, comment on le fait, quelles sont les erreurs à éviter. Et ça, c'est la partie commerciale que je vais vous proposer dans un atelier. On le fait le mardi 22 février à 19h30. On va travailler sur, du coup, synthétiser vos compétences, vos connaissances, mettre une carte de visite avec une image qui vous correspond, qui vous symbolise. Moi, par exemple, c'est les mains, c'est la notion d'union, moi, qui me va bien. Comment aussi choisir la typographie, comment mettre en avant les informations, et aussi qu'est-ce qu'on met au verso, qu'est-ce qui permet de développer et de donner surtout envie. Parce que le but d'une carte de visite, c'est de donner envie de vous contacter. Il y a une personne, l'autre fois, elle m'appelle, elle me dit « Ah oui, Clotaire, je pensais à vous, je devais vous rappeler, et puis j'avais mis votre carte sur le frigo, là, parce que je la trouvais jolie, et puis elle n'arrêtait pas de tomber. » Un jour, je me suis dit « Ah, ben, c'est peut-être pas un hasard, il faut que je l'appelle. » Et c'est comme ça qu'elle m'a appelé. Et je dis « C'est marrant quand même, parce que s'il n'était pas jolie, ma carte, vous ne l'auriez jamais mis sur le frigo, et du coup, vous ne m'auriez jamais appelé, puisqu'elle ne serait pas tombée. » Elle m'a dit « Bah oui, c'est ça. » Et je lui dis « Ah, bah, je suis content d'avoir fait une carte jolie, alors. » Et donc, la carte de visite, on y consacrera un atelier, puisque le but, ça va être de comprendre qu'une fois que vous avez votre carte de visite, eh bien, vous avez fait la moitié du travail. C'est-à-dire que vous avez dépassé vos peurs, vos blocages, vous avez réussi à agencer. Après, il faut investir un petit peu, mais je vous expliquerai des techniques. La notion de démarcher, ensuite, ce sera le reste de l'atelier. C'est comment on la donne, qu'est-ce qu'on dit, et surtout, comment on fait pour prendre des rendez-vous. C'est ça qui est important. Et ça, c'est une partie commerciale. On sort un petit peu des outils de formation du thérapeute. Et ça fait partie, moi, des choses que j'ai appris, parce qu'avant de devenir thérapeute, j'ai passé un diplôme de responsable commercial, donc avec l'AFPA. Et du coup, j'ai acquis ces outils que je vous transmets aujourd'hui qui m'ont vraiment considérablement aidé pour, du coup, pouvoir proposer mon aide. Ça, c'est une démarche qui est indispensable en tant que thérapeute, puisqu'à un moment donné, c'est vous-même qui êtes acteur de votre réalisation. Ce n'est pas du salariat. Quand on travaille comme thérapeute, on est indépendant, comme les Corses. Et ça veut dire que on se doit d'être actif dans notre prospection. On va appeler ça une prospection clientèle. Et du coup, de pouvoir démarcher, trouver les personnes à aider. Et oui, et ça fait partie aussi des défis des thérapeutes qui ne sont pas évidents à faire. Donc ça, c'est la première façon de faire. Et la deuxième façon, c'est à la suite, c'est de pouvoir faire des salons du bien-être. Par exemple, les personnes qui sont là, comme Sylvie, comme Sylvie, du salon de Bordeaux, par exemple. C'est ça. Et sur les salons du bien-être, la notion de faire des salons, apprendre à vous faire connaître, c'est aussi cette notion qui est super importante de pouvoir apprendre à faire des conférences. Un salon réussi, c'est un salon où vous choisissez de faire une conférence et c'est comme ça que les gens, vous allez leur donner envie de venir vous voir. J'ai commencé il y a 7 ans, c'était le premier titre de ma conférence, c'était « Comment communiquer avec les guides et recevoir des messages ?» Donc, je l'ai fait quelques années, ça m'a attiré pas mal de personnes. Ensuite, je suis devenu formateur en com animal. Donc, la deuxième conférence, c'était comment communiquer avec les animaux, jusqu'où peuvent-ils aller par amour? Après, j'ai créé une formation passeur d'âme. Et donc, du coup, le titre de la conférence, c'était « Êtes-vous des passeurs d'âme ?» Donc, tout ça, c'est ce que j'ai fait avec toi il y a 4 ou 5 ans. Et tout ça, ça ne s'improvise pas. En fait, ça se travaille, la prise de parole.
Et ça se travaille avec le savoir-être et le savoir-faire. Mmh. Il faut être très à l'aise pour les conférences. Alors oui, mais vous n'êtes pas obligé de rester dans vos peurs, parce que le fait de devenir à l'aise, ça passe par l'expérience et ça passe aussi par des techniques qu'on va retrouver dans le second atelier que je Mmh. propose le lendemain, c'est-à-dire mercredi 23. C'est la prise de parole en public. Comment faire pour structurer OK. une conférence sur un thème qui va correspondre à vos fonctions. Mmh. Comment aussi réussir à trouver des créneaux qui soient en dehors des salons, parce que vous pouvez travailler aussi des petites conférences. Moi, j'ai commencé dans des petites salles avec des associations spirituelles, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, je fais plus tout ça. Aujourd'hui, j'ai passé un cap qui a été très difficile. Franchement, je me suis beaucoup cagué dessus parce que j'avais peur du jugement, j'avais peur de me tromper. Une, une connaissance, c'est facile à acquérir, intégrer, puisque c'est un objectif mémoriel. D'accord, je retiens les informations et ensuite j'en parle. Ok, les guides, la communication animale, passeur d'âme, tout ça. Franchement, Mmh. ça allait. Mmh. Et puis un jour, les guides, ils m'ont vraiment poussé à me dire, mais maintenant, tu vas transmettre les messages de défunts en direct. Mmh. Donc, je fais ce qu'on appelle des conférences médiumniques sur photo. Et donc, les personnes viennent et donnent leurs photos. Et là, je travaille sans filet. Et je peux vous dire que je stresse et je me cague dessus avant de commencer parce que là, la dernière conférence à Bordeaux, j'avais loué la plus grande salle. Donc, c'était 130 personnes et il y Mmh. avait 130 personnes. C'est-à-dire que c'était plein. Sauf qu'il y avait quelqu'un qui était passé avant, qui avait saboté les micros, donc on n'avait pas de micro. Moi, j'étais Oh! dans un stress pas possible, et du coup, Mmh. quand on ne maîtrise pas son stress, eh bien, c'est là où on fait des conneries. Mmh. Et fort heureusement, le premier défunt que j'ai pris, je commence à voir sa photo, et je dis, bah tiens, il me montre des cordes et tout, et d'un coup, elle me dit, bah oui, il était cordiste. Boum, je dis, c'est bon, je suis en plein dedans, j'y vais, après, je me pose plus de Ouais. questions. Et c'est là où ça a dû être du coup une prise de risque. Aujourd'hui, je fais que des conférences médiumniques. Et cette prise de risque-là, c'est parce que j'ai gagné, on va dire, en expérience et en En confiance. confiance, en amour de toi. Et en confiance. Mmh. Et la confiance, en fait, elle s'acquiert par la pratique, parce que j'ai quand même attendu 5-6 ans et j'ai 10 ans de Mmh. pratique derrière Mmh. pour pouvoir oser. Mais ce que je vous propose dans cet atelier, donc c'est l'atelier de prise de parole en public, c'est de apprendre à structurer votre discours, à aborder la clientèle de manière sereine et aussi à pouvoir parler de vous, c'est-à-dire de ce que vous faites et comment vous pouvez répondre à une problématique. Voilà le contenu de l'atelier du mercredi 23 qui marche aussi très bien en replay, la prise de parole. C'est ça, puis ça va être intéressant parce que ce sera des ateliers sur Zoom. Donc vous aurez la possibilité aussi d'être visible et de déjà peut-être de s'expérimenter un petit peu avec cette prise de parole en fonction des personnes qui seront là, qui seront là Exactement. dans l'atelier. Ça fait partie des choses qu'on va mettre en place dans l'atelier. Sur la fin, vous vous présenterez et vous travaillerez cette notion de comment je me présente, comment je synthétise mon parcours et comment je fais Mmh. pour, en fait, me vendre, entre guillemets, c'est pas se vendre, c'est simplement proposer des outils qui peuvent aider des personnes à résoudre des problématiques. Voilà. Dit Mmh. autrement, c'est un petit peu la fonction du thérapeute. Mmh. Complètement, complètement. Merci beaucoup Clotaire pour toutes ces infos précieuses et ces ateliers précieux que tu proposes sur la chaîne en exclusivité, donc ça c'est cool. J'ai mis le lien, Sylvie nous a remercié, j'ai mis le lien pour pouvoir accéder à ces ateliers. Donc bien évidemment, tu l'as dit, je le redis derrière toi, ces ateliers sont enregistrés. Donc si par exemple vous ne pouvez pas être là en live, vous aurez l'enregistrement et vous pourrez le visionner, le revisionner tant que vous voulez, puisque enfin, il n'y a pas de date de péremption au niveau de la visibilité. Donc c'est vraiment un outil, une boîte à outils que vous pourrez bien évidemment réutiliser. Et je sais que comme il y a 2 ateliers, l'intérêt aussi qui est cool, c'est qu'on peut déjà aussi, vous pouvez déjà commencer à préparer vos questions. Si vous avez aussi déjà vous êtes déjà thérapeute, vous avez déjà eu des difficultés particulières, moi, ça peut être aussi intéressant déjà de préparer quelques questions par rapport aux cartes de visite. S'il y a des choses, des cartes que vous avez déjà faites ou autres qui pourront être présentées, tu vois, par exemple, à la caméra.
pour qu'on puisse voir un peu ce que ça Mmh. donne, pour que tu puisses faire des retours. Voilà, Exactement. Ouais, fournissez-vous de toutes carrément. les choses qui vont vous permettre d'avancer et vraiment d'avancer sur le moment de l'atelier et après bien évidemment, vous pouvez bien évidemment, contacter notre cher Clotaire et bien évidemment aller sur son site. Là, je vous mets également son site internet où vous pouvez dans la rubrique médias retrouver, bah, tout ce que tu as dit depuis le début, que ce soit tes ouvrages, que ce soit tout, il y a tout. Donc là aussi et vous pouvez bien sûr, lui poser, bah, toutes les questions que vous aurez besoin de lui poser. C'est ça, c'est ce qu'on va faire pour, aller vers la fin de cette conférence et que je vais Ouais. répondre à vos questions orientées sur, ce qu'on a vu, ce qu'on a échangé et Ouais. du coup, voilà, la parole est à vous. Yes, alors on avait des questions, je vais les reprendre un peu plus tôt, mais s'il y en a d'autres qui arrivent, posez-les dans le chat, je les reprendrai, au fur et à mesure. Donc un peu plus haut, je pense la question de Mylène que j'avais notée autour, tu disais que c'était le temps qu'on payait et donc du coup, c'était, Mylène nous disait: «Mais si on est déjà dans un job», alors, je reprends un peu plus haut. Mmh, voilà, Mylène nous dit, «Après ceux qui ont déjà un boulot, pourquoi pas faire les soins gratuits?» Alors, pour différentes raisons. Vous pouvez faire des soins gratuits, il y a aucun souci, c'est une question aussi de choix, hein. Mais, pour moi, faire des soins gratuits, c'est ne pas être dans l'échange. Et en fait, je trouve ça important. Moi, je suis pas dans l'amour inconditionnel, hein. Je suis plutôt dans la notion d'échange et de respect. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit aussi souvent dans le Reiki, c'est quand on offre un soin, c'est important que la personne nous donne quelque chose en échange. Alors, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être un service contre un service, mais moi, j'aime beaucoup la notion de troc. Et la notion de faire des soins gratuits, ça atteint vite ses limites. Et c'est surtout le fait d'être débordé et après de devoir dire non. Je vous donne un exemple. J'ai quelqu'un sur un salon qui vient me voir et qui me dit voilà, moi je fais du magnétisme, donc c'est un magnétisme de naissance. D'accord, elle ne s'est pas formée. Et puis elle me dit on n'arrête pas de m'appeler à droite, à gauche parce que je soigne à distance. L'autre fois, mon amie, elle avait mal à la tête, elle m'a appelé à 10h30, du coup, me va faire un soin à 10h30, machin et tout. Elle fait du gratuit, elle demande rien en échange. Bah, du coup, bah, elle se fait harceler par tout le monde, puisque c'est gratuit, puisqu'il n'y a rien, et qu'elle ne se respecte pas. Et que du coup, eh bien, du coup, elle n'arrive pas à fixer des limites. Et du coup, là, quand je l'avais en consultation, mais elle n'en pouvait plus. Son Ouais. don, c'était une malédiction. Je lui dis, mais c'est pas une Mmh. malédiction, votre don, c'est parce que vous respectez pas, et c'est parce que vous laissez les gens vous marcher dessus et pas vous respecter. Et donc, c'est ça qui est important. Mmh. Et ça renvoie à la première boucle que je vous avais dit, C'est ça, la tout à fait. notion de respect. La notion de respect, c'est avant tout pour soi. Et je trouve que les soins gratuits, c'est bien au début pour se gagner en expérience, en confiance, mais ça a vite ses limites. Mmh. Merci Clotaire. Voilà, voilà. Merci Après, c'est que Clotaire mon avis, hein, également. vous savez, j'ai pas la science infuse non plus. Oui, 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 mais on est assez d'accord là dans le chat, Magali qui te remercie, Sylvie également, Bonsoir Magali. complètement d'accord, Clotaire. Ah bah voilà, il faut aussi savoir dire non. Effectivement Mylène, Ben c'est oui, mais ça. carrément. Mmh, Est-ce que vous pouvez me guérir? Ben non, je ne peux pas vous guérir. Par contre, je vais vous proposer une libération émotionnelle, une compréhension de pourquoi vous vivez ça. OK. mmh, Est-ce que vous pouvez me le faire gratuit? Ben non, puisque nous allons partager ensemble et du coup, moi, je ne fais pas du bénévolat. mmh, mmh, mmh. Et là, vous dites votre tarif. Enfin, vous voyez, après, c'est un réflexe que j'ai acquis depuis des années, mais au début, c'est très déstabilisant. Mmh, mmh, mmh. Tu m'étonnes. C'est marrant le partage de Mylène un peu plus haut, il me disait, «Mon premier chat se mettait sur les WC quand il voulait recevoir du reiki». Ah, bah C'est dis donc, quel signe! il a, il a pas des goûts de chiottes, ce chat. Ah, il fallait bien que tu la places. Bien placé. Ouais, bah, voilà, on a Sylvie qui nous posait une question un peu plus haut. Faut-il couper les liens pour pouvoir être thérapeute? Pour pas retransmettre ce que les parents nous ont laissé, qui ne nous appartient pas, pardon. Alors, c'est une bonne idée d'avoir, libéré les loyautés familiales, on appelle ça, qui, vont limiter vos capacités à être thérapeute.
Mais c'est surtout bien aussi d'avoir nettoyé ses propres valises. Parce que si vous portez encore vos valises, ben du coup, oui, vous allez les retransmettre. Et ça peut être sur plein d'aspects, hein. Ça peut être, par exemple, je vous donne un exemple, des parents qui vivent dans une famille catholique et qui, du coup, ont la croyance que les morts, faut pas les déranger. Et bien, du coup, vous allez hériter de ça. Sauf que vous êtes incarné avec des capacités de médium. Ah, bah c'est ballot. La croyance de mes parents, c'est qu'il ne faut pas les déranger, donc je ne vais surtout pas pratiquer la médiumnité parce que mes parents ne sont pas en accord avec ça. Ah bah oui, mais si c'est dans votre chemin de vie, et si les défunts viennent à vous, et si ils ne sont pas en paix, est-ce que vous avez laissé cette croyance parentale dicter votre vie, ou est-ce que vous allez la remettre en question pour prendre votre place? Oh, très bonne question. Mhm. Waouh. Hmm. J'aimerais bien votre retour, Sylvie. Paola qui nous disait: «Bonsoir, je suis thérapeute énergétique et la première personne avec qui je l'utilise, c'est moi-même. On Eh ben, moi, repart en c'est vachement naturel». bien. C'est super important, en plus de pouvoir se recharger, parce que bah, les gens qui vont pas bien, c'est énergivore, hein, ça vide les batteries, hein. Et oui. Et c'est ça en fait, ça vide les batteries, donc du coup, pour pouvoir les recharger, comment ça se passe pour éviter d'être, pas trop Bah, happé, par exemple, physiquement? techniquement, il faut d'abord s'ancrer Ouais. pour être solide, transmettre que l'énergie qui ne nous appartient pas, donc ça évite de vider ses batteries. Et après, Mmh. c'est comme avec les humains, on ne peut pas mettre des protections à 100% tout le temps. Donc, il Mmh. faut aussi apprendre à se recharger, prendre soin de soi, et notamment le Reiki en fait partie, puisqu'on fait un autotraitement pour Mmh. recharger les batteries. Mmh. OK, merci beaucoup. Lou Néa Fleur qui me dit, elle a du mal avec les symboles. Praticien qui travaille avec les symboles, qui Mhm. elle se dit qu'elle peut-être elle le ferait pas. Elle sait pas trop. Voilà. Donc, Voilà, qu'est-ce mais que tu en après, penses? c'est des choix en fait. Chacun se Ouais. positionne Mmh. en fonction de ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est pas à moi de dire ça c'est bien ou ça c'est mal en fait. Moi, Mmh. j'ouvre le champ des possibles et Ouais. ensuite j'invite chacun à se positionner sur ce qui résonne et ce qui l'attire. En fait, je pense que c'est le meilleur moyen de trouver ces outils. Mmh. Bon, assez d'accord. Mylène aussi qui pose la question par rapport aux formations. Le problème de beaucoup de thérapeutes aussi est de faire des formations, faire formation sur formation pour après faire du chiffre. Alors je sais pas la deuxième phrase qu'elle veut dire, est-ce qu'elle s'adresse aux personnes, enfin comment elle a tourné sa phrase? Je sais pas comment toi tu le comprends, mais Euh, Faire formation sur formation pour après faire du chiffre. Je sais pas. mmh, peut-être préciser Mylène, Mystère, ouais. préciser peut-être La, votre question par rapport à ça. Mmh, la question de mystère, elle est intéressante. Si tu peux la mettre, c'est la dernière elle là. vient d'arriver? Ouais. Ah oui, master. Bonsoir, n'ayant pas de lieu pour l'accueil des personnes, cabinet ou espace de soins, pouvons-nous tenter quand même? Point d'interrogation. N'est-ce pas un risque à long terme, un obstacle pour cette activité? Merci. Alors, c'est très intéressant votre question parce que je me la suis longtemps posée. Ouais. Louer un cabinet, c'est un investissement, ça peut coûter cher. Moi, dans mon appartement à l'époque, je vivais dans un petit appartement à Carqueiranne, il n'y avait pas l'espace nécessaire. Mmh. Et du coup, je vous ai parlé du chapitre 3, la reliance à la guidance. Eh bien, j'ai demandé à mes guides, et mes guides, au lieu de me dire oui, mais tu devrais louer tel ou tel cabinet, en fait, ils m'ont montré ma chambre avec le lit relevé. Et en Mmh. fait, en mettant une parure, un drap, enfin, vous savez, une tenture, et bien du coup, ça permettait de ne plus être une chambre, mais du coup de faire un espace de soins où j'ai mis la table de soins. Donc, je faisais ça. Et après, l'autre solution, c'est de se déplacer à domicile. Moi, je l'ai fait beaucoup avec ma table de soins. J'allais faire des soins à domicile. Donc ça, c'était mes débuts en tant que thérapeute. Donc, vous Mmh. voyez, c'est une des solutions. Et aujourd'hui, mon mode d'activité fait que je pratique des soins à distance et que du coup, je n'ai plus à résoudre cette problématique, même si je reçois quand même des fois de la clientèle, mais Mmh. franchement, avec la période Covid, ça fait 2 ans que j'évite et que je préfère travailler à distance Mmh. parce que le travail à distance,
permet non seulement de toucher une clientèle beaucoup plus large qu'un déplacement géographique, c'est-à-dire en général géographiquement on est limité à 15, 20 ou 30 kilomètres, après c'est plus rentable. Et là, le travail à distance permet d'élargir à une clientèle nationale, voire internationale. Donc moi, par exemple, je pratique des soins IoT, qui sont des soins de libération émotionnelle. Donc je pratique avec quelqu'un que tu connais bien, Sana, qui est là à chaque fois, qui est la panthère rose. Mes clients Oh. aussi connaissent bien, parce que je Attachement travaille à connexion. distance. Faut Donc je l'avoir travaille à complètement. distance sur les différentes mémoires du corps et je fais Ouais. de l'extraction, comme ça. Mm. Et donc, c'est un magnétisme extractif qui me permet d'avoir ce support. Je travaille sur la libération de culpabilité, de méfiance, les non-dits, les poids, les responsabilités, le manque de confiance, les trahisons, le manque d'amour, la colère, la rancune, l'impuissance et les peurs. Et à chaque fois, je remplace par énergie angélique. Mhm. Et avec tous les outils que j'ai pratiqués, que j'ai acquis, Mhm. je pratique presque que celui-là. C'est-à-dire que maintenant, je fais très peu de Reiki en soins, parce que le Reiki, en fait, on donne et on laisse l'énergie transmuter, alors que Mhm. là, avec le système IET, eh bien, du coup, la personne, même si elle est à l'autre bout du monde, eh bien, je vais pouvoir, à travers les anges, Mhm. libérer tous les paquets émotionnels, donc Mhm. l'alléger, et ensuite remplacer par une énergie positive qui aide à avoir confiance. Et donc, c'est super efficace et ça permet de faire de la thérapie brève, c'est-à-dire 4 séances maximum. Mhm. C'est génial. Ça me Voilà. rappelle la pratique, enfin, cette pratique-là, tu en as parlé dernièrement dans notre la Vibra conférence Oui, avec avec Jacques Jacques. Martel. Avec Jacques, tu en avais Ah ouais, je parlé. trouve ça formidable comme thérapie. Mm. C'est vraiment, je pense, c'est un peu avant-gardiste, mais je pense que ça va devenir de plus en plus courant, la thérapie Mm. énergétique à distance. Mm. Tu m'étonnes. J'aime bien l'idée, Clotaire, déplacement au début et à distance. Mm. Après, Elle a je dit, pense j'ai que, testé. Ouais, euh, eh ben oui, Cathy. eh ben oui, ça fait du bien, c'est efficace. Mm. Et je voulais vous dire aussi que tous les outils que je partage, euh, ils sortent pas du chapeau et je les ai pas Mm. mis en place sur un coup de tête. C'est-à-dire que je conçois tout à fait que c'est dur quand on n'a pas forcément d'expérience et de confiance de dire, bon allez, je vais me lancer, je vais faire que des soins à distance. Ça marche rarement comme ça. Mm. D'où l'idée de ce que disait Sylvie là, c'est la Mhm. notion, au début on se déplace, on a une clientèle locale, on prend confiance, et ensuite il y a le bouche-oreille qui fait son effet, où on peut aider des personnes de plus en plus loin. Génial. D'où après l'importance de travailler à distance. Mm. Merci Voilà, pour le voilà. partage. Sylvie, j'adore cette panthère. Moi, j'ai Dora dans le sac à dos. J'ai voulu donner, j'ai voulu la donner à personne. Je la voulais du coup, c'est ma collègue. Ah, il y a Sophie Canton aussi ce soir. Ah, bonsoir Sophie, juste en Bonsoir. dessous. Et oui, qui partage aussi son expérience avec toi de formation en communication animale. Et elle en parle à René, qui était avec nous et qui demandait s'il y avait un Yes. replay. Et donc, j'ai précisé que oui, il y a un replay. Et vous pouvez bien évidemment aussi vous procurer les ateliers. René, vous aurez la possibilité de les avoir aussi en replay. Donc, ça, c'est quand même pas mal. C'est assez cool. Bonsoir. Alors c'était pas celle-là, c'était le retour de Sylvie, je crois. Oui, c'est ça. Ça, pas mal de valises, elles sont lourdes, j'ai envie de prendre ma place, il est temps, je suis restée trop cachée. Ah ben voilà, c'est déjà une bonne décision, Sylvie. Mm. Voilà. Je vous le souhaite. Voilà, voilà. Alors, ce que vous avez. Voilà, ben, c'est ce que j'allais dire. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. J'allais dire voilà, voilà. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a répondu à vos questions? Mystère de merci pour votre réponse. C'est bien parfait. Mm. Parfait. Hello Sophie. Ouais, qui nous fait un petit coucou à toi. Merci pour votre réponse, du mystère. Oui, voilà. Parfait. Alors, sachez que cette conférence, bien évidemment, est visible en replay. Vous pouvez aussi écrire dans le chat, même en replay, sur cette conférence et bien évidemment, vous procurer les ateliers. Le rendez-vous, commence le 22, c'est le 22 et 23 février. Entre-temps, vous pouvez bien évidemment C'est nous ça. écrire sur la chaîne. Vous pouvez aussi suivre notre cher Clotaire sur son site internet que je mets de suite maintenant dans le chat pour que vous puissiez, à la rubrique médias, faire le lien. Et vous pouvez bien sûr aussi nous écrire sur la chaîne. Voilà, les amis. Je te laisse le mot de la fin, Voilà. Clotaire.
Eh bien, c'est là où vous pouvez commander le livre Ouais, de carrément. manuel de formation de la pratique Reiki au métier de thérapeute. Donc, si vous le Ouais. commandez sur mon site, c'est la partie média. Ça vous permet de vous le dédicacer, parce que c'est toujours sympa d'avoir Ouais. une petite dédicace et de vous l'envoyer par la poste. Sinon, il est disponible aussi quand vous allez auprès de chez vous dans les librairies. Il est disponible sur fnac.com, sur les Charlemagne et aussi sur Amazon ou les sites comme ça. D'accord. Bah, merci. Donc, Merci n'hésitez beaucoup. pas et puis n'hésitez pas aussi à venir vers moi pour vous aider, que ce soit dans les thérapies énergétiques ou dans les formations. Je suis à votre service. Mmh. Merci, Clotaire. Belle soirée à tous et à tout bientôt avec Clotaire, parce que on n'en a pas fini, on en a d'autres des conférences qui arrivent. Bonne C'est toujours soirée un à plaisir tous. d'être avec toi, Sana. Merci C'est pour ton réciproque et accueil. tu le sais, Clotaire, tu le sais. Merci à Et toi. oui, merci à toi. Merci à vous et à très vite sur le grand changement. Bonne soirée.